Petit tour de table, Samira Djouadi, pour nous expliquer ce que vous faites, vous, avec votre association Sport à Vie, sachant que vous avez été élue femme de cœur par les Femmes en Or l'an passé, justement pour ce que vous faites au quotidien. Bonjour à tous. Alors effectivement, pour juste faire un petite intro sur les Femmes de cœur, d'abord j'étais fière parce que je suis passée après Véronique. Donc j'étais très très fière qu'elle me transmette le témoin. Donc pour moi c'est quelque chose de très important. Je suis très émue parce que voilà, c'est quelqu'un que je connais comme vous tous, mais le fait qu'elle m'ait transmis ce témoin de Femmes de cœur, pour moi c'est d'autant plus important parce qu'on a tous une responsabilité dans cette société. Et beaucoup d'investissement, on l'entend. Beaucoup d'investissement. Merci Véro. Et avant de vous donner la parole, on parlait, Samira, de ce que vous avez entrepris depuis 1 an, justement. Dites-nous concrètement comment vous avez aidé les jeunes des quartiers. Donc, effectivement, un de mes engagements dans cette société, c'est effectivement, alors il y en a qui s'occupent de l'alimentation et c'est important, et effectivement, c'est voilà, le nerf de la guerre de notre société. Moi, je suis partie de ma petite expérience et je pense que chacun d'entre nous, on peut apporter qui qu'on soit et quoi qu'on ait comme moyen du sport, parce que d'abord c'est quelque chose qui me passionne, et dans les quartiers c'est aussi un vrai vecteur d'intégration, parce que ces jeunes-là, c'est souvent vers ça qu'ils se retournent pour sortir un peu de leur quotidien. Et mon objectif, et on en reviendra tout à l'heure, c'était comment leur expliquer que cette passion peut leur permettre de changer de trajectoire, parce que d'abord on ne peut pas tous devenir des athlètes de haut niveau, mais par contre on peut vivre de sa passion qui est le sport, et ça a été toute la mission de cette association qui a 15 ans cette année. Donc, vous voyez, je suis la petite sœur des Restos du Cœur, et qui continue à œuvrer pour justement montrer à ces jeunes-là qu'on peut réussir, même si on vient d'un quartier difficile, même si on vient d'une famille démunie. Mais à partir du moment où on se bat, il ne faut jamais rester. Et en tout cas, c'est les messages qu'on essaye de faire passer à ces gamins, c'est toujours de garder confiance et toujours dire que c'est possible. Il n'y a pas de fatalité dans notre société. Il y a toujours quelqu'un pour nous tendre la main. Il faut juste se battre pour aller la chercher. Merci beaucoup, Samira Djouadi. Avec, et c'est important, c'est vraiment un mot qui reviendra souvent ici, le projet. Le projet, et Thierry Marx, qui est chef cuisinier, nous en parlera de ces projets justement avec ces jeunes. À vos côtés, Serge Choudoplatov. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Expert de la renaissance numérique, vous êtes entrepreneur, vous avez cofondé Souyos et Scanderia. Dites-nous, dans l'action numérique, ce que vous apportez, vous, en termes d'innovation, d'expérimentation. Bien, effectivement, donc j'ai cette obsession de cette renaissance, parce qu'il y a, je pourrais développer tout à l'heure, énormément d'analogies entre ce qu'on vit aujourd'hui et ce qui s'est passé à la Renaissance. Et ça m'a amené, entre autres, à travailler beaucoup, m'intéresser au crowdfunding. Et j'ai eu la chance un jour de rencontrer le PDG de l'entreprise Somfy, une entreprise de taille intermédiaire, 8000 salariés située à Cluses, qui fabrique des volets roulants, des moteurs de volets roulants, et qui a une fondation qui travaille dans le mal logement. Moi, j'aime beaucoup les fondations qui travaillent sur l'opposé de ce que fait l'entreprise. Et en m'écoutant, il a eu une idée, et donc je suis maintenant membre du conseil d'administration de la fondation. Et en fait, il est passé d'un modèle de financement direct de projet à un modèle de plateforme de crowdfunding qui s'appelle Les Petites Pierres. Et c'est un peu ce projet que je pourrais vous décrire tout à l'heure. Merci beaucoup, Serge. Et vous réagissez quand vous le souhaitez, les uns les autres. Ranzika Faïd, bonjour à vous de nouveau. Vous êtes cofondatrice et présidente de Mobile Douche. Alors ça, c'est très intéressant parce que c'est une solution que vous avez déployée, notamment pour les mal logés et les sans domicile. Racontez-nous. Alors, c'est exact. Donc, merci, cher ami Dominique, encore une fois. Merci beaucoup de m'avoir invité et les autres aussi, donc très contente de me joindre à cette journée. Je vais aller très vite. Donc Mobile Douche est un dispositif de service d'hygiène mobile, donc c'est en cela que c'est innovant. Ça s'adresse aux SDF et aux mal logés. Donc nous sommes de l'Île-de-France et nous agissons aussi sur les 14e, 13e et 15e arrondissements. Nous accueillons tout le monde, sans papier, rien. On ne demande rien. Cette idée, je l'ai eue en 2006. J'étais moi-même dans la rue. Attendez, je travaillais, j'étais pas SDF, j'étais travailleur social dans la rue, et j'avais constaté qu'il y avait un manque. Ce manque, c'était simplement rester propre. Donc j'ai eu cette idée en 2006, j'ai embarqué mes 2 meilleures amies dans cette aventure. Elles ne regrettent rien en 2012. Voilà, donc nous en avons aujourd'hui 2. Et à Mobile Douche, notre slogan, qui est aussi une marque, mais qui est pour moi très, 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 très important, c'est la dignité pour tous. Et Mobile Douche, c'est ça. Parce que on est bien tous d'accord que se laver, rester propre, c'est bien au-delà d'une tenue, c'est des rapports sociaux. Voilà, je vous laisse deviner la suite. Voilà, c'est Mobile Douche et nous sommes en voie de développement. Nous allons aussi nous installer en Europe.
Mais quand on vous entend, Randzika, on se dit que il fallait y penser. Voilà, c'est parce que vous collez totalement au terrain, mais pour coller au terrain, il faut y aller. Voilà, c'est ce que je dis, mais je disais ça justement à Bernard. Il faut toujours des précurseurs. Voilà. Eh bien, peut-être que j'en suis une. J'aurais certainement cette prétention, a priori, vu l'accueil qu'on me fait partout aujourd'hui. Je suis consciente d'avoir trouvé un des moyens, et je dirais une réponse possible à un manque d'hygiène dans la rue. Mobile Douche s'inscrit là-dedans. Voilà, c'est un tremplin. Ça complète ce qui existe. Je suis partenaire. Je ne reproche rien, ni aux politiques, ni aux associations. C'est un maillon supplémentaire. C'est un maillon et c'est un tremplin pour beaucoup de choses et vous allez le découvrir tout à l'heure. Bernard Vaginet, qui discutait de ce projet avec vous, il est bénévole au Resto depuis 5 ans, je crois, Bernard. Et tout à fait. Vous disiez, lorsqu'on s'est parlé pour préparer aussi ce moment, que l'innovation, finalement, aussi, c'est au cœur de l'ADN des Restos du Cœur. Ah oui, on l'a vu ce matin qu'effectivement, ce n'est pas la révolution permanente au Resto du Cœur, mais c'est l'innovation permanente. Le chemin est constellé d'innovations de toutes sortes. Enfin, en gros, c'est une espèce d'état d'esprit afin de faire bouger les lignes et de faire triompher, on va dire, le bon sens et la générosité. Pour la partie dont moi je m'occupe, effectivement, ce que nous on essaie de faire, c'est de mettre justement au service de la performance et du meilleur service aux personnes accueillies les technologies qui sont à notre portée, puisque là on ne parle pas d'innovation débridée, en fonction des responsabilités qui sont les nôtres. Évidemment, on ne peut pas jouer aux apprentis sorciers quand on expérimente. Donc, nous sommes dans un périmètre un peu fini. Mais néanmoins, nous utilisons toutes les techniques qu'il est possible d'utiliser pour optimiser notre collecte de fonds, pour mieux servir et mieux connaître nos bénéficiaires. Et bon, c'est ce que je vais essayer de vous expliquer. Sachant, Bernard, qu'il faut donner quelques chiffres quand même, juste pour que l'Assemblée soit plus attentive, parce que vous êtes 3 salariés, 10 bénévoles pour collecter chaque année 80 millions d'euros. Oui, alors le service donateur, là, c'est pas une petite idée, c'est un petit service, effectivement. Alors c'est vrai que je ne veux pas dire qu'on est performant, ce serait prétentieux, mais justement, on utilise des méthodes éprouvées. La première, déjà, c'est une réflexion de savoir justement qu'est-ce qu'on est capable de faire, nous, le mieux possible, et qu'est-ce qu'il faut sous-traiter, dans la mesure où on est très très fort au Resto du Cœur, mais il y a des choses qu'on ne sait pas forcément bien faire, on n'est pas les mieux placés pour ça. Bon, par exemple, si vous voulez, en termes de dons, des dons, on en a presque 500 000 par an. Là-dedans, il y a encore, parce que c'est très générationnel tout ça, on a encore à peu près 300 000 chèques. Il est évident qu'on n'est pas outillés, nous, au Resto du Cœur, pour traiter 300 000 chèques dans des conditions économiques satisfaisantes, on va dire. Donc ça, évidemment, on le sous-traite. En revanche, tout ce qui est politique de collecte, tout ce qui est décision, tout ce qui est message, ça évidemment, on l'a gardé, on va dire, on se l'a réapproprié, donc c'est nous qui gérons ça. Donc oui, les dons et legs au Resto du Cœur, si vous voulez, on va parler des chiffres de l'année dernière, ceux de cette année sont en cours de validation, puisque nous avons un exercice qui est à cheval sur deux années calendaires. L'année dernière, c'était 84 millions d'euros. Donc effectivement, c'est 84 millions d'euros que l'on collecte en dépensant à peu près 2,2 millions, 2,3 millions d'euros. Donc vous voyez qu'il y a un effet de levier absolument phénoménal, on va dire. Et ça veut dire qu'il faut trouver en 2015 de nouvelles formes justement pour rendre la collecte plus réactive. Effectivement, c'est ça. Pour revenir rapide. À ça, effectivement, on va pas dire contraint, mais oui, quand même, on est contraint à faire au moins la même chose dans la mesure où les choses étant ce qu'elles sont, les besoins augmentent et les ressources pas forcément à la même vitesse ni à la même hauteur. Donc, on cherche effectivement toujours de nouvelles pistes. Alors, les pistes d'accroissement des dons, c'est pas forcément des nouveaux dons, ça peut être de nouveaux projets aussi. Ça, c'est une direction dans laquelle il faut regarder. Mais on est quand même contraint, si vous voulez, à ne pas faire n'importe quoi. Si vous voulez, on pourrait effectivement imaginer qu'on va changer complètement notre méthode nos canaux de communication, qu'on va faire des messages ébouriffants, etc., etc. Et puis on dit on va lancer tout ça, puis on va bien voir ce que ça va donner. Bon, évidemment, on ne peut pas se permettre de dire l'année dernière on a collecté 84 millions, cette année si on n'en collecte que 75, on verra bien. Non, évidemment, c'est complètement interdit. Vous avez besoin de qui alors, Bernard, pour vous aider ? On a besoin de partenaires, on a besoin de sous-traitants, on a besoin de compétences aussi, donc on en revient toujours au problème des bénévoles et de la formation des bénévoles. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui des bénévoles un peu plus professionnels ?
professionnaliser? Oui, enfin, bien sûr, il faut de plus en plus, oui, ça se professionnalise, évidemment, bien sûr. Et on est un petit peu outillé pour ça, mais il faut aussi des outils informatiques que nous sommes en train de déployer auprès, on l'a précisé ce matin, si vous voulez, nous avons un réseau qui est très pyramidal, mais qui est extrêmement dense, puisque nous avons plus de 2110 centres d'activité, donc un maillage très fin du territoire. Et nous allons accueillir donc, dans les semaines qui viennent donc, entre 950 et 1 million de personnes. Donc ça veut dire que toutes ces personnes, tous ces bénéficiaires, il faut les enrôler, les enregistrer, pour parler français, dans une base de données. Et pour faire ça, il faut des outils. Non seulement pour favoriser, aider nos bénévoles locaux dans leur travail, parce que c'est un travail administratif, mais surtout pour mieux connaître les personnes accueillies, afin de détecter les services auxquels elles ont besoin, elles peuvent prétendre et qu'elles ne demandent pas, parce qu'il y a ce qu'on appelle du non-recours qui est assez fortement développé, beaucoup plus qu'on ne le croit d'ailleurs. Donc mieux connaître les personnes accueillies, ça effectivement c'est un impératif qui nous aide à mieux travailler. Et Bernard, j'aurais juste que Randzika Faïd, on peut entrer dans l'échange si vous le voulez, que Randzika Faïd nous dise aussi sur quels acteurs vous êtes appuyé justement pour créer votre concept de mobile douche. Est-ce que vous avez trouvé dans ces formes de solidarité, de partage en 2015 des acteurs différents pour vous servir de levier? Oui, alors arrivé tout seul. Une association. On a pu se construire avec les fondations d'entreprise, donc tout ce qui est mécénat privé. Après, on a. Mobile Douche en 2012 n'est plus Mobile Douche en 2015 en réalité. Voilà, nous avons commencé tout petit avec 4 partenaires qui étaient vraiment sur de la fondation d'entreprise pour développer ce projet-là. N'allez pas forcément plus loin. Et aujourd'hui, j'ai maintenant des entreprises qui veulent agir avec nous. C'est-à-dire nous proposer leurs services, leurs compétences, de se dire, nous, on a possibilité pour Mobile Douche de vous faire des collectes de fonds de produits d'hygiène, parce que je rappelle que dans Mobile Douche, ils ont aussi des vêtements et des produits d'hygiène. Donc, on a aussi des partenaires politiques. Nous avons 3 députés avec nous qui nous ont offert donc, de la réserve parlementaire. Et aujourd'hui, il y a encore d'autres choses qui est en train de se créer à Mobile Douche. Je laisse faire parce que ça me passionne, c'est l'enseignement. Voilà, c'est-à-dire que Mobile Douche est devenu un terrain d'apprentissage et de validation de diplômes. Le master, même Mobile Douche a été inscrit aussi au bac. Voilà, c'est des groupes d'étudiants qui ont décidé d'appréhender la pauvreté par le projet Mobile Douche. Alors, les leviers, j'ai envie de dire que c'est un peu tout le monde qui me le propose. J'ai cette chance-là. C'est vrai que, et je le dis haut et fort, j'espère que les autres associations bénéficieront de cet engouement. En tout cas, Mobile Douche, on a énormément de solidarité, mais et elle vient de partout. Je suis débordée, en réalité. Ça vient, mais je vous assure, je suis totalement débordée, et par les initiatives, et par les idées pour nous. Je suis appelée en Europe, j'ai eu New York il n'y a pas longtemps. Enfin, je suis totalement débordée. Maintenant, mais ça veut dire quoi? Donc et c'est ça qui me rassure. Voilà, et c'est ça qui me rassure. Et c'est ce que je voulais. Ce que je voulais, c'était que ce projet-là, eh bien, tout le monde s'en approprie. C'est facile à développer, je vous assure. C'est coûteux, certes, mais beaucoup moins que les structures fixes. Et économiquement, je défie quiconque de me montrer que Mobile Douche est plus cher que la toute première douche publique. Ce n'est pas vrai. Donc économiquement, je montre que c'est possible. C'est facile, sincèrement. Sincèrement, on va dire c'est tout en velours même. Et ce que je voulais, c'était efficace et rapide. Vous la prenez, Mobile Douche, vous allez à Bruxelles, vous allez à Berlin, elle passe partout. C'était mon objectif, ça. Et aujourd'hui, je suis débordée. Voilà, nous sommes débordés, on ne peut pas répondre à tout le monde. Je suis appelée de Lille. Enfin, la France, là aujourd'hui, je ne sais plus quoi faire. Je me dis, je vais monter une entreprise sans marquer fabrication de Mobile Douche. Je ne sais pas. Mais comment vous voyez justement la suite? Parce que c'est intéressant. Tout à l'heure, je disais dans ma présentation que nous étions en voie de développement. Effectivement, là, ce qui est important, et pour la première fois de l'histoire de Mobile Douche, c'est les services publics d'Avignon qui viennent de me commander officiellement une Mobile Douche. Et ça passe par le préfet. Moi, je travaille au ministère du Travail, donc je connais très très bien les politiques. C'est la toute première fois dans toute l'histoire qu'un préfet s'approprie d'un projet. Et j'étais là, je dis, mais vous êtes bien sûr que c'est ça que vous voulez? Il m'a dit, oui, j'ai regardé votre Internet, j'ai regardé vos interviews, votre concept, mais votre Mobile Douche, je la veux sur mon territoire. Votre petite idée.
Ma petite idée, moi, je veux dire, mais allez-y, mesdames et messieurs, allez-y. Elle n'est plus à moi, voilà, elle n'est plus à moi, parce que le seul objectif que j'ai, c'est ces enfants, ces femmes et ces hommes qui sont dans la rue, ont mal logé et qui ont besoin de leur douche. Alors que ça soit par handicaphéide ou pour que ça soit par 150 millions de personnes, allez-y. Je vous donne l'autorisation de développer le concept. Je vous le signe tout de suite. Alors l'économie du partage et de la solidarité, ben vous êtes un exemple et une belle illustration, Serge Soudoplatov, parce que vous nous parliez de ce projet avec ce crowdfunding, vous êtes passé du financement direct à ces plateformes de dons partagés. Expliquez-nous alors. Exactement. Dans ma pratique, je me suis intéressé à un site qui s'appelle Kiva, kiva.org. Ce sont des gens, des Californiens, qui ont vu Mohamed Younous, qui ont dit c'est génial, mais il n'y a pas de numérique, il n'y a pas d'Internet. Et donc, ils ont mis ça dans Internet. Et le principe de Kiva, c'est très intéressant, c'est des gens qui déposent des demandes de prêts, hein, c'est des prêts à 0%, $500, $600, $1000, c'est des petits prêts aux Philippines, et souvent, c'est du microcrédit, hein, c'est pour développer une petite activité. Bon. Et les chiffres de Kiva sont extraordinaires. Hein. Depuis fin 2005, Kiva a déjà fait tourner $600 millions de prêts avec un taux de repaiement de 98,5%. C'est-à-dire que s'il y avait une preuve que les gens se conduisent différemment dans le modèle communautaire que dans le domaine bancaire, il suffit de regarder ça. Et puis surtout, je me suis fait la réflexion, alors, je suis désolé, je suis très cash, hein, mes copains disent qu'avec moi il faut toujours enlever la TVA, et comme elle augmente, ça tombe bien. Je me suis dit, si j'étais la Croix-Rouge aujourd'hui, je me poserais quand même des questions. Pourquoi? Parce que quand vous donnez 100 balles à la Croix-Rouge, vous n'avez rien à raconter à vos copains. Tandis que quand vous donnez 100 balles dans Kiva, c'est pour une personne. Vous dites, c'est grâce à moi que... On parle beaucoup du marketing, du narratif, mais ce que les gens ne comprennent pas, ce n'est pas le narratif des marques, c'est le narratif des gens, ce qu'ils font avec. Bon. Et donc, j'ai eu cette chance de rencontrer un jour, dans une de mes conférences, le PDG de Somfy, et donc sa fondation, effectivement, finançait des projets en direct. Et il m'a dit, on va totalement changer le modèle, hein, et donc il m'a pris comme membre du conseil d'administration, et donc Somfy, la fondation a créé une plateforme de crowdfunding qui s'appelle Les Petites Pierres, et le principe, c'est que les gens déposent des projets, et Somfy abonde à chaque fois que quelqu'un donne. Donc quelqu'un donne 1 euro, Somfy abonde de 1 euro. Et c'est très intéressant parce que déjà ça renverse totalement la logique. Vous savez, le crowdfunding obéit à des logiques qui n'ont rien à voir avec le monde d'avant. Je vais vous donner un exemple. Au début, ils étaient partis sur la méthode ancienne, c'est-à-dire chercher des donateurs. Je leur ai dit non, c'est pas ça qu'il faut faire. Il faut chercher des bons projets. Parce que vous savez que ce genre de plateforme, ça n'est que l'amplificateur de l'énergie que met le chef de projet. Comme par hasard, les projets, vous savez, le principe du crowdfunding, c'est tout ou rien. Hein. Soit on arrive au bout, soit on n'y arrive pas. Et comme par hasard, les projets qui n'arrivaient pas au bout, c'était là où le chef de projet mettait peu d'énergie. Donc la plateforme n'est qu'un amplificateur d'énergie. Et donc le marketing, c'est de trouver des gens qui ont la niaque, qui ont envie et qui vont trouver, au travers de cette plateforme, un extraordinaire amplificateur. Alors les chiffres, ça a été ouvert il y a 1 an et demi. Il y a eu 43 projets qui ont trouvé leur financement. C'est toujours des démarrages un peu longs. Il y a un projet, d'ailleurs, des Restos du Cœur, à Cluse, hein, qui a levé 3 000 € sur la plateforme Les Petites Pierres. Pour justement, ils avaient loué un local et puis il fallait l'équiper. Et ce local sert à faire la formation à l'informatique et des soins dentaires. Ça me fait toujours marrer, ce genre de collusion. Voilà. Comme ça, les gens, ils n'ont plus une dent contre l'informatique après. Enfin. Et puis, donc, c'est 43 projets et c'est 500 000 € de dons, dont moitié Somfy, moitié donateurs, qui ont transité pour 2000 donateurs. Et je pense que c'est un modèle qui est très intéressant, d'abord parce que moi ça correspond à mes valeurs, c'est que quand j'étudie aujourd'hui, ce que veulent les gens, c'est le fun, l'engagement et la collaboration. Voilà. Et là, c'est un projet où on est engagé, les gens après ont des choses à raconter, ils disent voilà, c'est un tel qui avait un problème de logement, oui. Grâce à moi, c'est raconté. Ce que vous voulez dire, c'est parce qu'on va en parler tout à l'heure avec l'entrepreneuriat, avec la solidarité d'entreprise, c'est que c'est finalement un mécénat privé dédié, c'est-à-dire qu'on a vraiment, notre projet est dédié sur un projet, sur une personne, et comme vous dites, on a des choses à raconter. Exactement, exactement. Et c'est pour vous une forme d'engagement de demain, réellement? Ah oui, moi je crois que c'est le modèle de demain, parce que c'est un modèle qui est vertueux de tous les côtés. D'abord, ça favorise ceux qui mettent de l'énergie. Alors je suis désolé, moi j'aime bien, hein, je veux dire, il faut favoriser ceux qui foutent de la niaque, quoi. Deuxièmement, c'est un modèle où les gens ont des histoires à raconter. Ça fait des choses très belles. Donc ceux qui donnent se trouvent beaucoup plus valorisés, encore une fois, que s'ils donnent à la Croix-Rouge. Je suis un peu brutal, hein, mais... Et puis, surtout, c'est un modèle où on ne se pose plus la question, je suis désolé, je suis encore plus brutal, de l'engagement de l'État, quoi. C'est plus le problème de l'engagement de l'État, c'est l'engagement des gens. Et du coup, il y a cette idée aussi que les gens étant engagés, ils choisissent forcément des projets qui leur tiennent à cœur localement.
C'est quand même un peu balbutiant encore, hein, comme modèle. La petite pierre, c'est la petite pierre à l'édifice, hein, c'est une jolie image, mais on est au début. Ah ben, on n'en est qu'au début, oui, mais comme la révolution du numérique qu'on vit aujourd'hui, comme le crowdfunding. Comment ? Alors, qui va, oui, ou le crowdfunding. Le crowdfunding, oui. Ah, le crowdfunding au niveau mondial, oui, ça doit être 30 milliards de dollars. C'est énorme, oui. Mais pour ce qui est de la plateforme Kickstarter, par exemple, c'est 2 milliards de dollars déjà qui ont transité. Et les plateformes de prêt entre particuliers, Prosper et Lending Club, Lending Club actuellement, c'est 2 milliards de dollars de nouveaux prêts par mois, par trimestre, pour des prêts qui sont capés à 35 000 dollars. C'est-à-dire que l'idée du financement en pair à pair est en train de prendre le pas sur le financement bancaire. Et avec un chiffre qui est aussi très intéressant, c'est qu'on constate que le taux de défaut est beaucoup plus faible. Parce que contrairement à ce qu'on pense, la pression des pairs est beaucoup plus forte que la pression d'une forme de hiérarchie ou d'institution. Hein. Aller voir son banquier pour lui dire « j'ai plus d'argent à 30 », ok, mais le banquier il est riche. Tandis que si c'est 20 copains qui vous prêtent de l'argent et que vous leur dites « écoutez, je ne peux plus vous le rendre », là c'est votre irréputation, votre réputation qui est en jeu. Quoi. Alors, vous n'êtes pas communicant, Serge Soudoplatov, mais en tout cas on a bien compris que c'était vraiment un projet sur lequel il fallait communiquer, embrasser aussi la jeunesse. Radhika la connaît bien, Samira travaille avec au quotidien. On est encore un peu peut-être réfractaire en France sur ce forme d'engagement, Serge. Oui et non. J'oserais presque dire l'institution peut être réfractaire, mais je crois qu'il y a une appétence des gens eux-mêmes, de la frange, qui a envie... De la facilité, du direct. Oui, du direct, et puis ça a du sens, si vous voulez. Hein. Vous savez, on est exactement... j'aime bien citer Gramsci, qui est un anarchiste italien, moi qui suis... Communiste, pardon, c'est vrai, plus qu'anarchiste. Tu le connais mieux que moi, hein, Gramsci. Bon. Et il a quand même dit, il y a crise, enfin j'ai un peu reformulé, il y a crise quand l'ancien refuse de mourir et que le nouveau n'a pas le droit de naître. Et aujourd'hui, on vit exactement cette crise, sauf que sous la pression des gens et pas des institutions. C'est ce renouveau qui actuellement est en train de naître de la base. Samira, vous disiez, alors, Association Sport à Vie a fêté ses 15 ans. Comment vous avez vu l'engagement évoluer? Comment vous avez tâché d'innover justement dans le projet que vous portez avec ces jeunes? Quand on a lancé l'association au départ, on était parti sur un territoire très restreint qui était la Seine-Saint-Denis, parce que c'est là où je suis née, j'ai grandi et que j'ai pu observer les choses. Et effectivement, au départ, on était, nous, l'association, et on était bien organisés parce qu'on avait autour de nous beaucoup d'enseignants qui nous donnaient énormément de leur temps. Et rapidement, on fédérait des jeunes qui venaient d'autres associations. Et à un moment donné, on s'est dit, à un moment donné, c'est pas de montrer quelle association est capable de faire mieux que l'autre, c'est plutôt comment on peut fédérer ensemble, sachant que, comme ce matin, certains le disaient, c'est compliqué des fois entre associations, chacun veut tirer l'épingle du jeu, mais à un moment donné, là, on est tous là pour la bonne cause, c'est-à-dire comment on peut fédérer pour que ces gamins aient un vivre ensemble qui soit le plus positif possible. Et on a commencé à fédérer des associations de quartier, des toutes petites niches, dans des quartiers, dans des cités, et puis aussi les enseignants dans les collèges, puisque notre cible, c'est quand même les 12-15 ans, travailler avec les enseignants qui les ont aussi au quotidien et qui souvent ont un regard d'eux qui est très restreint, c'est-à-dire qui concerne la classe, et en dehors de la classe, ils ne savent pas comment sont ces élèves-là. Et souvent, ils ont des préjugés qui sont très, 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 très durs vis-à-vis des jeunes. Et c'est pour ça que j'ai voulu les associer rapidement en leur disant, voilà, vous les connaissez dans un contexte très académique, essayez de les rencontrer dans un autre contexte qui n'est pas du tout académique et vous verrez que ce n'est plus du tout les mêmes personnages. Et c'est comme ça qu'à travers les projets, je vais vous donner une anecdote qui était très flagrante, c'est en 2002, donc puisque chaque année, en fait, on se greffe à un grand événement sportif parce qu'on veut qu'ils rêvent aussi, on veut leur dire que c'est possible pour eux. Et donc l'objectif, c'était de partir à Séoul pour la Coupe du Monde. Donc bien entendu, tout le monde m'a pris pour une dingue en disant, Samira, Séoul, des gamins qui habitent en banlieue, où tu vas trouver les sous? Donc forcément, il a fallu mettre toute l'énergie possible pour aller trouver les financements. Et en même temps, donc l'idée, c'est de construire le projet avec eux, c'est de leur dire, voilà, dans un an, on doit partir, mais c'est vous, les reporters, c'est vous qui allez retranscrire tout ce que vous allez vivre, c'est vous qui allez construire tout l'aspect culturel. Quand on part dans un pays, qu'est-ce qu'on va découvrir? C'est vous qui allez aussi prendre contact avec l'ambassadeur de France, parce qu'il existe un monsieur qui représente notre pays à l'autre bout du monde, et qui va nous recevoir, et qui va vous expliquer pourquoi il est là-bas, et qu'est-ce qu'il fait, c'est quoi sa mission, etc. Et bien entendu, la petite touche, pour moi, ça a été de mettre en place des cours de coréen. Et là, j'ai regardé
regardé tout le monde, m'ont regardé avec des grands yeux en me disant « Je crois que toi, tu crois trop que le monde, c'est un monde de bisounours, tu veux changer tout le monde, c'est juste impossible. » Déjà, ils ont du mal à s'exprimer en français parce que dans leur langage, il y a toujours 2-3 gros mots qui sont glissés, mais pour eux, c'est tellement naturellement. L'anglais, alors là, on n'en parle pas. Alors toi, tu nous parles de coréen. Sauf que moi, je suis persuadée, j'ai été professeure de sport pendant une 12aine d'années aussi, forcément, quand on les anime et quand on leur donne un objectif, eh ben, la donne, elle change complètement. Et là, bah, forcément, quand j'ai expliqué le projet à ces jeunes-là et que je leur ai dit qu'on mettrait des cours de coréen avec l'ambassadeur de Corée qui se trouve dans le 16e, ils m'ont regardé bizarrement en se disant « Waouh, est-ce qu'on va réussir ?» Ils ne m'ont pas dit « C'est impossible », ils m'ont dit « Est-ce qu'on va réussir ?» Et ben, pendant un an, ils ont suivi des cours de coréen. On les déplaçait de la Seine-Saint-Denis dans le 16e, parce que pour moi, c'était important aussi qu'ils sortent du quartier, qu'ils se rendent compte. C'était une première étape avant C'était déjà, on fait déjà la Seine-Saint-Denis, le 16e, et puis on voit si on va jusqu'à Orly pour prendre l'avion. Et ils étaient hyper assidus au cours, à tel point qu'à un moment donné, j'ai dû inviter leurs propres parents en leur disant « Venez voir ce qui se passe, venez voir vos enfants, venez voir de quoi ils sont capables. » Et là, bah, les gens me regardaient en me disant « Franchement, il y avait que toi qui y croyais. Mais ouais, mais à partir du moment où on donne des objectifs à ces gamins-là, ils savent pourquoi ils le font. Et ben après, là, je dirais, tout se multiplie et tout se fait de façon à ce que, justement, ils puissent s'exprimer. Et puis, c'est surtout tout ce travail, parce qu'on travaille beaucoup sur la confiance, parce qu'au final, le sport, c'est une vraie excuse. Hein. Quand on part 17 jours sur un pays, il y a 3 matchs, qu'est-ce qu'on fait tout le reste du temps? Et ben, tout le reste du temps, ils l'ont construit. Ils sont allés, l'année dernière, on était allés au Brésil pour la Coupe du Monde. Ils ont organisé une rencontre avec des gamins des favelas. Ça a été juste le choc pour eux, et la plupart m'ont dit, Samira, on croyait que c'était dur pour nous, mais en fait, il y a pire, quoi. Et là, il y a une vraie prise de conscience en se disant, bah oui, eh ben, en fait, on doit travailler avec ces jeunes-là, on doit les accompagner parce qu'ils n'ont pas les bons outils, parce que bah, malheureusement, on n'est pas tous d'une famille où tout est beau, et ces parents qu'ils ont, bah, ce sont les parents qui vont au Resto du Cœur, ce sont ces parents qui vont aller chercher ces repas-là. Donc nous, on est une petite suite logique où on occupe ces enfants pour leur dire que c'est aussi possible pour eux, et on espère à travers ces projets, et on le voit parce qu'aujourd'hui, on a des retours des anciens, c'est-à-dire ceux qui ont participé dès les premières années, qu'on a changé la trajectoire de ces gamins-là, juste parce qu'à un moment donné, on leur a donné confiance et on leur a dit que c'est possible pour eux. Et je pense que c'est ça aussi qui fédère, c'est ça qui fait qu'à un moment donné, eh ensemble, ça ne demande rien, ça demande de l'énergie, ça demande, bah oui, un peu de temps de soi, mais quel bonheur quand on voit la banane de ces gamins. C'est beau, hein, Samira. Ces jeunes qui ont récupéré la confiance et qui ont des projets qui aussi s'adonnent à suivre ce que vous faites, vous, avec d'autres jeunes, d'autres générations. Il y a des ponts qui se créent entre les promotions différentes d'une année à l'autre. Alors oui, alors c'est bien que tu me dises ça parce que ma grande victoire, je disais ça tout à l'heure au déjeuner, il y a un groupe qui est parti à la Coupe du Monde de rugby, qui est rentré jeudi. En plus, on a fait le pari de prendre des élèves où souvent on évite de sortir avec eux. Ce sont des élèves qui sont en section SECPA. Je pense que vous savez tous ce que c'est que la section SECPA, qui souvent ont des problèmes de comportement, pas intellect, mais plutôt comportement. Donc on se dit, punaise, une semaine à les tenir, H24, vaut mieux pas sortir du collège. Et donc nous, on a fait, donc c'est une classe de Mitry-Mory, le collège Langevin. Et les premiers regards des profs, quand j'ai présenté le projet, ils m'ont dit, ça va être dur quand même, vous voulez pas réduire le séjour à 3 jours au lieu de 7? J'ai dit, non, c'est pas possible, il faut absolument que ce soit une semaine pour bien construire le projet ensemble, etc. Et au final, voilà, on est souvent beaucoup de préjugés, alors que c'est des gamins qui, en dehors du concept scolaire, ils se donnent et ils sont investis. Et pour la passerelle, la personne qui a encadré, parce que c'est hors vacances scolaires, donc les profs qui sont bénévoles de mon association n'ont pas pu accompagner le groupe, c'est une des jeunes qui a participé au projet en 2002 quand elle avait 12 ans. Et là, elle en a 28, et j'étais super fière de la voir partir avec le groupe, parce que je me dis, voilà, c'est ça qu'on doit transmettre, c'est de dire, à un moment donné, on t'a tendu la main, il faut que tu sois aussi capable, au moment où tu en es capable, de le faire aussi, parce que c'est cette générosité qui va faire qu'on va pouvoir aller plus loin, et puis donner de son temps, quoi. Donner, et puis ça nous fait tellement grandir, ça nous donne tellement chaud au cœur, qu'à un moment donné, on doit être capable de pouvoir transmettre ce qu'on a donné. Il y a toujours des gens qui
pose la première pierre. Et puis, comme le disait tout à l'heure Azika, voilà, en encourageant tout le monde de le faire, parce qu'à un moment donné, ça ne nous appartient plus, quoi. Voilà, il faut des gens qui lancent le truc, comme je dis moi souvent à mes enfants. Nous, on a poussé les murs pour vous. Concernant l'immigration, je fais juste une petite parenthèse, parce que nous, on est nés de parents immigrés. Moi, mes enfants ne sont pas nés d'enfants immigrés. Moi, je suis française. Et donc, il a fallu pousser les portes. Et mes enfants, j'espère que quand ils seront adultes, on leur dira plus qu'ils sont enfants d'immigrés. Mais parce qu'à un moment donné, il faut des générations. Il faut qu'on arrête de croire que voilà, il ne faut pas porter le passé à chaque fois et culpabiliser. Voilà, chaque génération a sa part. Et ben, celle de nos enfants, elle sera meilleure. Et je le souhaite parce que de toute façon, on est parti pour ça. Expérimentation, innovation, mais c'est aussi la passion et le dévouement, on l'a bien compris. La petite idée, la petite pierre, on file la métaphore, mais Randzika Faïd, vous êtes tellement cohérentes sur les sujets toutes les deux. Bah oui, mais nous avons déjeuné ensemble, alors on n'a pas monté le coup ensemble. Non, pas du tout, on ne se connaissait pas. Alors justement, je vais juste faire une petite précision, parce que transmission, moi je sais qu'à Mobile Douche, je l'ai vécu de deux manières. La première, c'est qu'il y a des SDF qui sont devenus maraudeurs au sein de Mobile Douche. C'est-à-dire que maintenant, ils portent le maillot de Mobile Douche, ils travaillent avec nous. Et oui, le soir, au lieu de rentrer chez eux, ils sont dans leur tente, mais ça n'empêche qu'ils ont trouvé une activité avec nous. Et la seconde, ce qui m'a Enfin, moi, je n'en revenais pas. C'est-à-dire que j'ai eu un groupe d'hommes qui vivaient dans la rue et qui m'ont donné la moitié de leur mendicité ce jour-là pour financer et participer à la seconde Mobile Douche. Et là, je peux vous garantir que je ne savais même plus si je devais accepter l'argent, parce que nous aussi, nous avons des conceptions de pauvreté. Moi, je leur ai dit, mais ils ne vont pas me donner leur manche quand même. Ben si, je l'ai pris, j'ai pris la moitié, puisqu'ils m'avaient dit, je vous donne. Et ils m'ont dit, voilà, mon diminutif amical, c'est Ranzy. Et ils m'ont dit, Ranzy, c'est pour la seconde Mobile Douche. Je vous assure que je l'ai fait. J'ai fait réparer les essuie-glaces et je leur ai amené la facture en disant, c'est votre don. Oui. Voilà. Ah oui. Voilà. Et puis, cette histoire à raconter dont parlait Serge. Et moi, je vais juste terminer sur mon plus beau souvenir. Alors, je dis souvenir parce que j'aurais voulu le monter en pièce de théâtre, ça aurait été impossible. Eh bien, mesdames et messieurs, la première douche historique à Mobile Douche, Dominique, tu l'as déjà entendu, je suis désolée, mais il y a des bis repetita qui font du bien au cœur, et celui-ci, c'en est un. Eh bien, la première douche a été prise le 6 mai à 20h 2012. Deux hommes ont marqué l'histoire. Le premier, c'est Hollande, qui accède à la présidence de la République, et le second, c'est Jo, qui a pris la première douche historique à Place d'Italie dans la première Mobile Douche. Et je lui donnais les résultats politiques. J'étais sur le trottoir, il était dans la douche, et je lui donnais les résultats. Et il a fait « ça me va » et il s'est mis à chanter. Voilà. Merci Randzika. C'est beau de vous entendre sur tous ces projets parce qu'on comprend mieux aussi le dévouement et le réseau associatif qui est si varié. Et cette conjugaison... Il y a aussi l'action et le levier numérique. Hein. Serge Sotoplateau, vous en parliez, il est essentiel dans votre projet, vous qui travaillez aussi sur le numérique, sur l'intelligence des jeux et qui développez notamment ce crowdfunding. Bernard Vaginet, pour revenir à ce que vous faites au Resto du Cœur, l'action numérique, le projet numérique, il est aussi très important aujourd'hui en 2015 et c'est la voie d'expérience de demain, d'expérimentation de demain. Oui, c'est essentiel, effectivement. Comme on le disait, il nous faut des outils, il nous faut des réseaux, il nous faut des serveurs. Donc, bon, nous sommes effectivement en pleine phase de numérisation, effectivement, de nos outils à travers de gros... Enfin, nous sommes un des très gros utilisateurs du cloud à travers un partenariat avec un acteur majeur du commerce électronique. Bon, il ne vaut mieux pas citer ni les uns ni les autres, hein, parce que bon, dès qu'on en cite un, ça veut dire qu'on ne cite pas les autres, donc c'est pas correct. Mais donc, oui, nous avons des acteurs majeurs qui nous aident soit dans le financement de cette numérisation, soit dans l'exploitation elle-même, donc à travers des services informatiques. Autre aspect, hein, c'est que nous sommes en train de mettre en particulier en place une espèce d'application compagnon qui sont faits pour les bénévoles qui travaillent dans les rues, donc une application pour aider justement aux situations d'urgence qu'on rencontre au quotidien. Et dedans, on mettra le 06 de Randzika, hein, parce qu'effectivement, voilà. Enfin, je crois que
ça existe déjà, hein, les rapports entre nous deux. Donc une application compagnon pour les restos sur le téléphone sur portable, mobile, voilà, tout mobile. à fait, pour effectivement, face à une situation d'urgence dans la rue, d'urgence qu'elle soit sanitaire ou autre, hein, effectivement, on n'a pas forcément sur soi tous les contacts qu'il faut avoir, qu'il faut appeler. Donc, bon, voilà, ça, c'est un exemple. Je voudrais juste faire une incise, Bernard. Il faut dire que, puisqu'on parlait de la jeunesse, que les jeunes sont de grands donateurs également, parce que les dons en ligne se font de Alors, manière les dons en ligne, effectivement, on peut parler de ça. C'est vrai que, nous avons, depuis quelque temps, favorisé les dons en ligne, tout simplement parce que c'est la forme de don qui nous coûte le moins cher, puisqu'elle est automatisée complètement et elle est créditée tout de suite. Donc oui, nous sommes aujourd'hui l'association, je crois, qui a le plus fort taux de dons en ligne, hein, puisqu'on doit être à peu près à 25% de dons en ligne sur le total, donc ça veut dire plus de 15 millions d'euros en chiffres. Ce qui suppose effectivement, là aussi, en termes techniques, des équipements assez sophistiqués, hein, parce qu'il faut savoir qu'effectivement, les 15 millions de dons en ligne, on fait la moitié de la collecte en moins de 10 jours, à savoir en gros entre le 20 décembre et le 31 décembre, ce qui incidemment laisse apparaître tout l'impact de la loi Coluche. Hein. Effectivement, que c'est quelque chose qu'il faut éviter de toucher. Donc ça veut dire qu'effectivement, il faut avoir des plateformes qui acceptent des paiements électroniques qui sont exactement les mêmes que vous trouverez chez un grand site marchand du commerce. Il faut être capable de traiter plusieurs milliers de transactions par heure. Il faut se doter des dispositifs sécuritaires extrêmement sophistiqués. Ça, c'est toujours en chantier, manifestement. Ah non, ça, chez vous. Régulièrement. Sécurité, c'est comme le jeu des gendarmes et des voleurs, si vous voulez, ça n'arrête jamais. Hein. Donc on est en évolution permanente, mais il faut savoir que le site des restos, comme d'autres, on n'est pas victime d'une préférence particulière. Mais nous sommes, de moins en moins, mais nous avons été victimes, comme d'autres, d'attaques informatiques gigantesques. Bien que nous ne vendions rien, nous ne livrons rien non plus. Hein. Mais il faut savoir que de la criminalité organisée se sert de sites comme le nôtre pour tester effectivement des numéros de cartes qui ont été soit usurpés, soit calculés, constitués, pour voir si ça passe sur un site de don. Donc c'est des faux dons. Hein. Et derrière, effectivement, les cartes sont utilisées dans le monde marchand. Donc effectivement, on a des outils informatiques assez sophistiqués. Et comme je vous disais tout à l'heure, on choisit dans ces cas-là, effectivement, est-ce que c'est nous qui les traitons? Est-ce que c'est sous-traité chez des professionnels qui savent faire ça mieux que nous? Serge, ce de plateau, vous voulez réagir? Oui, en termes de microdons, je finis peut-être là-dessus aussi. Je te repasse la parole après. C'est vrai que, là, comme je disais, en termes d'expérimentation, on veille à ce que nos valeurs soient respectées, parce que vous doutez bien que nous sommes sollicités, je ne veux pas dire tous les jours, mais quasi, pour que l'on soit partenaire d'un nouveau système de dons dans lequel l'image des restos serait comme ci, serait comme ça. Donc effectivement, là-dessus, notre image, l'utilisation de l'image de Coluche, etc., tout ça est extrêmement normé et protégé. Et nous veillons aussi à la sécurité des dons. Donc nous veillons à ce que, personne ne s'engraisse sur notre dos, hein, pour parler trivialement. Nous veillons aussi à ce que les formes de dons qui soient proposées soient légales, parce que maintenant, avec les systèmes de monnaie électronique qu'on voit fleurir un peu partout, il y a quand même des trucs qui sont un peu limites par rapport à la réglementation, française en particulier. Mais sur le microdon, et sur le microdon, effectivement, si vous voulez, ça aussi, au microdon, on regarde ça de près parce qu'il faut le regarder, et puis il faut suivre toutes ces expériences dont on vient de nous parler, qui sont formidables, et c'est bravo à tous. Hein. Mais si vous voulez, en fonction de nos impératifs, et puis aussi c'est un peu trivial ce que je vais vous dire, mais le don moyen au Resto du Cœur, c'est 180 €. Hein, donc, si vous voulez, c'est assez élevé comme montant. Donc, effectivement, on est aussi dans un calcul de rentabilité. On ne peut pas se dépenser beaucoup d'argent pour récolter pas grand-chose. Hein. Donc, on essaie effectivement de trouver la meilleure efficience. Donc, il y a des expériences qui peuvent être coûteuses pour nous rapporter peu. Donc effectivement, là-dessus, on fait un petit peu attention. Mais le microdon aussi, on a une expérience en cours avec un partenaire, parce que là aussi, il faut trouver des partenaires, il faut trouver des entreprises. Et là, c'est du microdon qui prend la forme d'un arrondi sur salaire. C'est-à-dire qu'effectivement, les salariés d'une entreprise, ceux qui sont d'accord évidemment, acceptent que sur leur feuille de paie, il y a un arrondi qui soit versé au Resto du Cœur. Ça, c'est en réflexion? C'est plus qu'en réflexion, non, c'est quelque chose qui effectivement est très avancé. Qui existe aujourd'hui. Ça marche quasiment. Mais là aussi, c'est pareil, quand vous voyez l'arrondi sur salaire, ça veut dire qu'en gros, vous gagnez 99 centimes par don. Vous voyez, à comparer à un don moyen de 180 €. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là. Serge? Je voudrais revenir sur Annecy et les types qui se payent leur douche. Ça correspond tout à fait à ce
qu'on voit dans le modèle numérique Internet des communautés. Hein, c'est l'engagement, quoi. C'est je existe. J'existe, je ne suis plus un pion, je ne suis plus un parmi 7 milliards, etc. Et ça, on le voit bien. Donc, c'est pour ça que ça marche. Il y a aussi une autre chose, moi, qui me fascine énormément, c'est que ces modèles communautaires numériques font vraiment circuler la confiance. Aujourd'hui, il y a une crise de sens, il y a une crise de confiance. Et on retrouve les deux dans ces communautés. Les sociologues vous disent aujourd'hui, quand on demande aux gens en quoi ils ont confiance, Google et Facebook, non. Mais les marques, non. Et là, il faut remercier Volkswagen d'avoir foutu un gros obus dans le problème de la confiance. Mais ils ne font pas confiance aux États non plus. Hein, je crois que peut-être en France, mais même encore. Les institutions, non. Les gens font confiance à leurs potes et à leur famille. Autrement dit, le modèle communautaire, aujourd'hui, on retrouve cette confiance et le numérique est un amplificateur, justement, de tous ces modèles positifs. Et je voudrais raconter quelque chose de très intéressant que j'ai vécu toujours dans le cadre donc, de la Fondation Somfy. On a visité l'office public de HLM de Lyon et ils nous ont raconté une histoire. Hein. Donc c'est vraiment des gens qui ont pas beaucoup de sous, hein, et encore c'est presque trop fort de dire ça. Et puis, dans un élan de générosité, l'office public de HLM a fait un partenariat avec Orange en disant, offre de connectivité à 3 € par mois, mais bien évidemment à bas débit. Et vous savez quoi? Personne n'en veut. Mais non, j'existe, je veux être sur Internet, parce que c'est la manière d'en sortir, je veux pas d'un sous-Internet. Et ça, c'est quand même très intéressant de voir que les gens sont pas idiots, quoi. L'action, le levier numérique, il vous est utile, Andika Faïd, vous qui êtes débordé hein, par cette idée de mobile douche qui fait des émules en France et dans le monde? Oui. En fait, là, nous, on est aussi sur des projets pour... On a le numérique qui arrive parce qu'on a un projet qui va se développer au sein de Mobile Douche et qui correspond à des besoins de SDF et de mal logés, c'est-à-dire s'orienter sur le territoire et de savoir quels sont les services immédiatement utilisables à l'heure où ils arrivent, à la seconde où ils arrivent. Et là, nous allons... Alors, Bernard, je vais te donner une petite astuce. Les hackathons, ils pourraient répondre à tes besoins, mais on en parle tout à l'heure. Donc voilà, c'est justement le numérique. Les hackathons, ce sont des petits génies. Vous leur passez commande, mais vraiment, hein, moi c'est ce qui va se passer dans 15 jours pour moi à Tours. J'ai 56 petits génies qui vont me développer une application donc sur iPhone, sur téléphone, qui va permettre à chaque personne, donc à chaque SDF sur le territoire de Paris, de pouvoir se dire, il est 18h, est-ce que je peux aller dormir là? Est-ce qu'il reste des lits ici? Oui, non. Et en fait, toutes les informations vont être mises à jour par les associations elles-mêmes via la passation de données. Et vous distribuez des téléphones portables? Alors maintenant, je lance un petit appel s'il y a des opérateurs généreux. Non, voilà, évidemment, derrière, nous allons aller négocier, mais vous savez très bien, Wendy, que si on n'a pas des prototypes, c'est pour ça que je le fais à Tours. Si je n'ai pas un prototype et pas un test à proposer à mes partenaires, je pense qu'on peut aller boire un café et ça sera la même chose. Bien sûr. Alors, pour aller jusqu'au bout, bon, allez, je livre jusqu'au bout. Juste 2 minutes, développement. Allez, on y va. Je suis partie là. Voilà. En fait, ça va s'inscrire dans un plus grand projet. C'est-à-dire que nous allons, si bien sûr les partenaires, etc., me suivent, dorénavant, à Paris pour l'instant, mais je développerai ça en France, il y aura des panneaux d'information interactifs. De façon, alors c'est des icônes, il y aura, je pratique la LSF, langue des signes française, donc il y aura les moyens pour les sourds aussi de s'orienter, il y aura l'anglais, le français, etc. Et ça permettra à toute personne à hauteur d'homme de dire, voilà, encore une fois, il est 17h, j'ai faim, je vais où? J'ai mal aux dents, il est 13h. Et tout ça sera interactif à la seconde où la personne arrivera sur ce territoire. Formidable. Voilà, ça s'appelle... Alors, pour l'instant, je dis bien que c'est les bornes mobile douche, ça reste toujours dans la mobile douche. Pourquoi? Parce que, encore une fois, ça n'existe pas. Alors, je n'attaque pas la mairie de Paris, au contraire. Mais, s'il vous plaît, écoutez, les guides aujourd'hui qu'on nous donne ne fonctionnent plus. Voilà, les guides papier qu'on nous donne, ils sont trop lourds, trop grands, trop informatifs. Ils n'arrivent pas à lire. Et je vous rappelle qu'il y a plus de 67 langues présentes aujourd'hui à Paris. Je ne maîtrise pas 67 langues. Il y a 100, la mairie de Paris déploie 100 écrans tactiles. Tu pourrais déployer ton application sur les applications. D'accord. Juste pour ne pas prendre la parole, je veux bien qu'on en parle tout à l'heure, toutes les bonnes idées. Mais ceci dit, c'est ça. Alors, ce n'est pas demain, hein. C'est aujourd'hui. Je relève les manches aujourd'hui parce que je peux vous garantir que j'en ai un peu marre quand un homme, une femme vient de faire 3 km à pied, chargé ou pas, et me dit, en fait, l'association, elle a changé d'horaire, elle était fermée quand je suis arrivée. Sauf qu'il n'a pas de douche, il n'a pas son chien qui s'est fait soigner, etc. Nous sommes les éclaireurs.
du territoire. N'oubliez pas, c'est pour ça que moi j'aime travailler avec les politiques, j'aime travailler avec les entreprises, j'aime travailler avec toutes ces personnes-là parce que sans eux, je ne serais pas devant vous. Voilà. On est aussi dans cette façon de penser le territoire ensemble. Et je suis certaine que ce que je vais proposer, d'ailleurs vous pouvez aussi m'aider en disant ouais c'est bien ce qu'elle a dit, Je crois que le panneau informatif aujourd'hui est aussi important qu'une carte d'identité, témoignage de 10 SDF. Voilà. C'est ce que nous allons, nous, développer à Mobile Douche et je peux vous garantir que si ça se refait l'année prochaine ici, je ne serai peut-être pas prête, mais dans 2 ans, je reviendrai vous en parler. Merci beaucoup, Randzika Faïd. Je pense qu'on peut... Il y aura, dans les mobiles douches, il y aura les résultats des élections qui s'afficheront en temps réel. Voilà, il faut que ces panneaux indicatifs, ces mobiles douches soient tout à fait déployés en 2017, on va dire ça. Passionnant. Passionnant. C'est vital. C'est même plus... voilà. Quand je vous dis qu'il y a une notion vitale derrière, c'est que c'est vraiment le cas. Voilà. Bref, bon. Non, mais c'est passionnant et vous êtes là pour nous donner les clés de demain et c'est parfaitement ce qu'on voulait entendre dans cette table ronde, expérimentation, innovation. Merci infiniment à vous, Randzika Faïd, cofondatrice, présidente de Mobile Douche. Excusez-moi, dans la salle, il y a une autre personne qui s'appelle Stéphanie Luc et qui est cofondatrice de Mobile Douche. La troisième n'a pas pu venir, donc c'est aussi... Alors j'aime bien à dire, parce que c'est mon abus de féminisation des termes, c'est un projet porté par 3 femmes. Merci. Merci à Samira Jouadi, qui avait fondé l'association Sport à Vie il y a 15 ans. Merci à Serge Soudoplatov pour Soyuz, Scandaria, et on retient votre plateforme Petite Pierre. Et merci à Bernard Vaginet, qui est l'un des 70 000 bénévoles des Restos du Cœur. Et on pense évidemment à Coliche quand on égrène les petites idées aujourd'hui. C'est lui qui nous guide aussi. Merci infiniment à tous les 4.